Et je reprends donc cette séance avec la continuité. Donc on reprend un nouveau paragraphe là où Seth venait de nous dire qu'il n'y a pas vraiment de limite au sein de notre personnalité. Et il définissait différents termes. L'entité, le moi interne, la personnalité. Et dans le paragraphe suivant, il continue en disant « Voyez la manière dont les psychologues utilisent les termes égaux, subconscient et même inconscient. » Donc là, je pense que c'est pour expliquer, ça doit être voilà, dans cette optique-là, expliquer pourquoi effectivement les mots ce sont des définitions, mais dans un cadre donné, et donc il faut bien comprendre le contexte avant de comprendre la définition elle-même. Donc voyez la manière, là, il donne comme exemple, dont les psychologues utilisent les termes égaux, subconscient et même inconscient. Ce qui semble subconscient à un moment donné peut être conscient l'instant suivant. Là, je vais juste peut-être donner une petite explication. Moi, ce que j'ai compris justement, c'est que cette notion de subconscient, donc c'est juste sous le conscient, c'est ce qui serait, excusez-moi, c'est ce qui serait défini comme étant affleurant, en fait, au niveau conscient. Le conscient, je pense que tout le monde voit ce dont il s'agit, c'est ce qui est dans ma conscience. Ce que je sais que je sais. Que je sais qui est là, que je peux percevoir, que j'ai l'information, quelque chose de clair. L'inconscient, c'est quelque chose qui est présent, mais je ne sais pas que c'est présent. Je n'ai pas la conscience que ceci est présent. Pour revenir au début de séance, là juste avant la pause, eh bien ce serait donc la partie du moi interne, qui est donc inconsciente. Tous les choix qu'on fait sur notre vie, il y a plein de choses complètement inconscientes. Le subconscient, ce serait un peu l'interface entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas encore conscient, mais c'est là aussi on va mettre des traits, des mots, des limites, mais c'est que pour expliquer que tout ça est un gradient. Donc en fait, le subconscient, pour être plus clair, c'est le gradient entre l'inconscient et le conscient. Donc il y a un moment où c'est encore subconscient, donc sous la conscience, et ça va devenir conscient. C'est ce que Seth dit. Ce qui semble subconscient à un moment donné peut être conscient à l'instant suivant. Et donc ça a affleuré à la conscience. Une motivation inconsciente peut se faire consciente, si j'attire un peu mon attention dessus. Ou si quelqu'un nous pose la question, tiens, j'ai envie de faire ça. Mais pourquoi t'as envie de faire ça ? Je suis obligé de porter mon attention sur la question, sur le sujet, et d'aller chercher au fond de moi une réponse. Et je peux en avoir une ou plusieurs qui vont arriver, et je vais passer de quelque chose un peu d'inconscient, ah oui, ça me fait envie. Et pourquoi ça me fait envie ? Et donc ça permet de mettre des mots. C'est pour ça qu'on demande de parler. Les psychologues, ils travaillent en parlant. On fait parler les gens pour mettre des mots, parce que c'est au moment où on dit quelque chose qu'on en prend conscience soi-même. Parce que des mots surgissent. Il faut trouver une réponse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le mieux, c'est même de se parler à soi-même, c'est-à-dire sans se mentir. À partir du moment où on sait, où on essaie en tout cas de ne pas se mentir à soi-même, c'est-à-dire vraiment d'être conscient. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je le fais ? Et ben, j'essaie de mettre des mots dessus. Qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi je veux faire ça ? Quelle est l'origine de telle ou telle chose ? Ça, c'est mettre en conscience une motivation qui peut être inconsciente avant. Même en ces termes, dit Seth, votre expérience vous indique que les mots créent des divisions là où il n'en existe pas.
C'était juste, voilà, effectivement, un petit exemple qu'il faisait avec le langage des psychologues pour expliquer que cette psyché, ce psychisme en nous, voilà, cette forme que va prendre les différentes parties du moi, on met des mots pour essayer d'expliquer un petit peu différentes natures. Et il continue dans le paragraphe suivant. Vous croyez ne percevoir que par vos sens physiques. Donc là, on revient effectivement au sujet. Dans ce paragraphe, il veut définir l'âme. Il venait de nous dire, j'en ai parlé en début de séance, qu'il était en train de définir les perceptions parce qu'il faut déjà discuter de ce que c'est la perception avant de parler de l'âme. Et là, on était en train de dire que la perception elle vient du moi interne. Or, le moi interne, c'est en lien direct avec l'âme. Et il y a donc ce gradient jusqu'au moi externe qui est en lien plutôt avec le monde physique. Vous croyez ne percevoir que par vos sens physiques. Donc un rappel de ce qui a dit avant, point virgule. Mais il vous suffit d'élargir l'idée que votre ego se fait de la réalité pour découvrir que le moi de l'ego accepte volontiers l'existence d'informations non physiques. Alors, on va reprendre la phrase tranquillement. La première partie de la phrase, je pense qu'elle est évidente. Si ça vous pose question, revenez dans la séance, enfin la vidéo précédente, qui est le début de la séance. Vous croyez ne percevoir que par vos sens physiques. Mais, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose de élargir l'idée que notre ego se fait de la réalité. De changer le point de vue de l'ego. Donc peut-être, à nouveau, d'essayer de conscientiser, donc de intellectuellement se dire « il est possible, j'accepte » qu'il existe des informations qui ne sont pas directement physiques et accessibles. Par exemple. Donc j'essaie déjà d'affirmer ou d'accueillir une information intellectuelle qui sort de ce qu'on peut avoir comme information habituellement. Élargir l'idée que votre ego se fait de la réalité. Pour pouvoir découvrir, nous dit-il dans la fin de la phrase, que le moi de l'ego, là j'ai l'impression que ce qu'il appelle le moi de l'ego, ce serait le moi externe. À séparer peut-être de l'ego dont il vient de parler, défini en termes par les psychologues. Et je ne suis pas sûr de la définition, donc je ne vais pas m'engager dans ce débat-là aujourd'hui. En tout cas, voilà, il propose la notion de découvrir que le moi de l'ego, donc cette partie consciente, on va dire, si on utilise les mots qu'il vient d'utiliser, le moi interne est inconscient, le moi externe est conscient, puisqu'il est lié au monde physique. Donc le moi de l'ego, ce serait le moi externe, effectivement, à mon avis, c'est la meilleure explication. Donc, il suffit quelque part d'ouvrir le champ des possibles, de se dire, ok, j'accepte qu'il y ait une réalité plus grande que je ne peux pas percevoir directement, pour se rendre compte finalement que notre ego, c'est-à-dire notre personnalité, nous-mêmes finalement, nous pouvons accepter volontiers l'existence d'autres informations, et donc peut-être du coup en recevoir. Du coup prendre conscience de ces autres informations qui étaient déjà présentes. Mais c'est juste le fait d'accepter, c'est ce que je comprends, accepter, c'est ma manière de redéfinir ce qu'il dit par « il vous suffit d'élargir l'idée que l'ego se fait de la réalité ». Donc d'ouvrir un champ des possibles plus grand, oui, c'est comme ça en tout cas que je le comprends, pour que finalement, se rendre compte que oui, l'ego, il veut bien. Il veut bien. Et que du coup, ça arrive. Mais à nouveau, on passe par un côté intellectuel avant d'aller explorer intuitivement. Une pause à 22h53. Alors, on était passé par 22h44, oui c'est ça.
C'est à peu près la fin le début de la séance, la première vidéo. Donc 9 minutes à peu près qui ont été dictées. Okay. Lorsqu'il le fait, lorsque l'ego accepte l'existence d'informations non physiques, lorsqu'il le fait, cela transforme, cela élargit l'idée qu'il se fait de lui-même, car vous avez supprimé les limites qui l'empêchent de grandir. Là, j'ai une toute petite hésitation parce que j'essaie de comprendre quand même, est-ce que le moi de l'ego se rapporte effectivement uniquement au moi externe ou à une autre notion? Le moi de l'ego. Oui, c'est-à-dire que le moi de l'ego, ce serait les capacités derrière l'ego. C'est le moi externe, donc c'est les capacités présentes dans l'ego. Donc c'est effectivement ego et moi externe, c'est peut-être deux notions légèrement différentes. Ce que j'entends, c'est que le moi, c'est l'identité qui est présente. Alors que l'ego, ce serait plutôt l'interface, c'est l'outil, quelque part. Voilà. Mais je vais pas aller plus loin parce que je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Mais en tout cas, c'est ce que je peux dire aujourd'hui sur la distinction que je fais aujourd'hui. Donc pourquoi je remets là-dessus? Parce que dans cette phrase, justement, il parle de il, et que pour moi, le il, c'est le moi de l'ego. Quand ce moi accepte qu'il y ait plus, cela transforme, cela élargit l'idée qu'il se fait de lui-même, parce qu'on a supprimé des limites. Et donc ça permet en fait d'accepter. Oui, c'est dit à nouveau sous une autre forme ce qu'il dit depuis longtemps, c'est-à-dire on s'auto-limite. C'est nous qui posons nos croyances. Donc si on se met des croyances, on accueille, on accepte, on ouvre un petit peu la porte à de nouvelles croyances selon laquelle il y a plus d'informations qu'on peut capter, ça permet à ces informations d'être réellement pas captées parce qu'elles l'étaient déjà, mais de pouvoir remonter et d'émerger consciemment dans le moi externe, dans la partie de l'ego. Le fait d'autoriser l'ego lui permet, et on constate réellement, qu'il y a des éléments qui montent. J'ai l'impression simplement que c'est ça, en fait, ce que c'est dit dans cette phrase. Or, tout acte de perception, continue-t-il, change celui qui perçoit. Tout acte de perception change celui qui perçoit. Parce que je perçois quelque chose, cela va avoir des conséquences sur moi-même, dans mon fonctionnement. D'autant plus si, effectivement, il y a cette notion de projection. Le fait de projeter quelque chose me transforme dans la relation que j'ai avec ce que je perçois. Inversement, j'avais expliqué ça aussi dans une séance précédente, tout observateur modifie le résultat d'une expérience. Donc, l'un influence l'autre et réciproquement. Ou alors, ça veut peut-être dire qu'effectivement, j'ai un a priori sur une expérience, le fait de regarder l'expérience, c'est pas tellement que ça modifie l'expérience, c'est qu'en fait, ça modifie ce que moi j'en perçois, donc l'expérience devient unique pour moi, puisque je crée l'expérience. Donc s'il y a plusieurs personnes à observer une expérience, chacun va avoir sa propre expérience. Mais est-ce qu'on peut dire que si les autres regardent, si une nouvelle personne arrive, est-ce que ça va changer l'expérience des personnes qui regardaient avant? J'ai l'impression qu'en science, c'est ce qu'on observe. Le fait qu'il y ait un observateur donc supplémentaire, qu'il y ait une conscience supplémentaire qui observe quelque chose, modifie le résultat objectif de tout le monde. Donc ce n'est pas un résultat subjectif dont je parle là. C'est vraiment l'information qui est contenue dans l'expérience, dans l'objet. Quand je parle de la matrice tout à l'heure,
l'énergie qui est derrière est modifiée elle-même par l'observateur. Donc j'ai l'impression qu'il y a en fait une modification des deux. L'observateur et l'observé, ce que l'on observe, sont modifiés l'un par l'autre. Ce qui revient à dire que tout change en permanence. Donc voilà, c'est QFD quelque part. Bon, c'est pas vraiment une démonstration, mais en tout cas, c'est pour appuyer les dires de Seth, en tout cas, dans cette notion de perception. Or, tout acte de perception, nous dit-il, change celui qui perçoit, et donc l'âme, considérée comme ce qui perçoit en nous, j'en avais déjà parlé, là c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le yoga, l'âme, le purusha, le grand moi interne en nous, est ce qui perçoit à travers nous, à travers notre corps physique, s'en trouve également modifié. Dès qu'il y a observation d'une expérience physique, l'âme non physique en est elle-même transformée. Ça tombe bien, c'est ce qu'elle vient expérimenter. Elle est venue voir qu'est-ce que ça fait d'expérimenter notamment des vies physiques. Et ça la modifie. Ça change sa relation au monde, à ce qu'elle veut expérimenter. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours le libre arbitre, parce que d'expérimenter quelque chose, même si c'est pas ce qu'elle avait prévu au départ, notre entité, la conclusion, ça peut être, finalement, je ne vais pas refaire une vie pour expérimenter ce que j'avais prévu, l'expérience que j'ai vécue peut me suffire, parce que ça m'a modifié suffisamment, et c'est ça finalement que je venais expérimenter. Ça me sort de mes habitudes, et ça peut suffire. Il n'y a pas de réelle division entre celui qui perçoit et ce qui est perçu. Là, c'est encore plus clair. Il venait de nous dire, avec le schéma, qu'il n'y a pas de limite. L'entité qui est reliée au moi interne, qui est la part, qui est le messager en nous. Le moi interne et le moi externe. Il n'y a pas vraiment de limite. Le moi externe et le monde autour de nous, le monde physique que l'on observe. Il n'y a donc pas de lien entre l'âme, il n'y a pas de coupure, il y a un lien direct entre l'âme non physique et ce que l'on observe de physique. C'est bien ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de réelle division entre celui qui perçoit qui est donc notre âme à l'intérieur de nous, et ce qui est perçu qui est donc la réalité physique, une partie de la réalité. De bien des façons, nous dit-il, la chose perçue est une extension de celui qui perçoit. De bien des façons, que j'ai déjà expliqué de différentes manières, enfin que c'est pas moi qui l'ai expliqué, je l'ai redit à partir de ce que j'ai compris de Seth. Donc il nous l'a déjà dit de plusieurs façons, donc à bien des façons, la chose perçue, donc l'action concrète, l'objet concret réel, est une extension de celui qui perçoit. Nous créons notre réalité. Cela peut paraître étrange, mais, dit-il, tout acte est mental, ou si vous préférez, psychique. Au départ, chaque action, et il nous avait dit dans la séance précédente, il faut déjà définir ce qu'est l'acte pour définir l'action, pour comprendre ce que c'est l'âme. Et bien voilà, là il le redit, tout acte est mental au départ. L'action vient d'un événement psychique au départ. C'est ça qui initie ce que nous on va appeler une action, un acte, et qui prend forme c'est un événement ou un objet ou quelque chose qui se concrétise dans notre réalité physique. Au départ, ça vient forcément de quelque chose de psychique. C'est la naissance de toute
chose. Donc il le redit sous une nouvelle forme. La conscience crée la réalité, notamment physique. C'est une explication extrêmement simple, dit-il, mais la pensée crée la réalité. C'est simplifié, mais voilà, c'est vraiment le message, un des messages forts qui veut faire penser. La pensée crée la réalité. Puis, celui qui crée la pensée perçoit l'objet, mais sans comprendre le lien qui existe entre lui et cette chose apparemment séparée de lui. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans les informations que Seth nous donne et qui bouleverse effectivement notre vision de la réalité. La pensée crée la réalité, puis celui qui a créé la pensée perçoit l'objet, mais parce qu'il l'a créé, et il ne comprend pas du coup que ce qui est à l'extérieur de lui vient en fait de lui. Il le considère comme quelque chose de séparé. Et tant qu'on a cette vision séparée de la réalité, de la vie, de tout ce qui nous arrive, on a l'impression de subir la réalité. C'est ce que Seth nous dit, je crois, quasiment depuis les premières pages de son livre. Si vous pensez que tout ce qui vous arrive est le fait du hasard, alors vous devez être extrêmement, vous sentir fragile, vous devez être terrifié, parce que eh bien, vous n'avez pas emprise sur ce qui vous arrive. Son message depuis le début, c'est de proposer l'inverse. Il continue dans le paragraphe suivant. Cette capacité de matérialiser les pensées et les émotions est un attribut de l'âme. Et c'est pour ça qu'il vient de nous faire plusieurs pages, plusieurs paragraphes en tout cas, sur ce que c'est la perception. Au milieu d'un chapitre où il définit l'âme, il a besoin d'expliquer un peu plus précisément ce qu'est la perception, puisque c'est une perception création. Et que cette capacité de matérialiser les pensées qui est propre à la perception est un attribut de l'âme. La conscience, l'âme, l'entité, au départ, a donc cette capacité en elle, à partir justement de ce développement de conscience, de créer des choses nouvelles qui vont notamment prendre forme autour de nous. C'est ce qu'on appelle notre environnement, notre corps, tous les événements qui arrivent. Or, dans votre réalité, ces pensées deviennent physiques. Dans notre réalité étant physique, nos pensées deviennent physiques. C'est ce que nous sommes venus expérimenter. Dans d'autres réalités, continue-t-il, elles peuvent être construites, entre guillemets, d'une manière toute différente. Ça peut être les mêmes pensées, la conscience à la base est la même, mais comme l'interface de réalité est différente, une fois c'est physique, une fois c'est complètement différent, la forme que prend la pensée, la construction, donc l'apparence, l'apparition, la perception aussi, est complètement différente. Là, je fais le lien parce que je viens de mettre dans une des playlists, je sais plus si c'est celle sur les sciences ou sur autres sujets qui font réfléchir. C'était une émission qui est sortie sur Arte sur les mondes parallèles. Et à un moment donné, il y a un astrophysicien, je crois, enfin bon, il doit travailler en tout cas, voilà, dans l'exploration spatiale. Il dit, bon bah oui, peut-être qu'effectivement il existe d'autres mondes parallèles, mais ces autres mondes parallèles ne sont pas constitués peut-être des mêmes atomes, des mêmes molécules. Ils ont une création physique différente. Donc comment est-ce que je peux faire pour vérifier qu'il existe ? C'est quasiment impossible. Enfin, c'est même, je crois que la conclusion, c'est de dire en fait, on ne peut pas démontrer qu'il y a des mondes parallèles, parce que, par exemple, il faut que j'amène, enfin ça c'est le propre de la science, hein. Il faut que je démontre un
un paramètre. Il faut que j'observe un paramètre et de le voir évoluer pour démontrer que quelque chose existe. Et que si je prends ma règle, voilà, il faisait l'exemple. Je suis à l'entrée. Là, à côté de moi, il y a un portail qui mène vers une autre dimension, un univers parallèle. Je suis dans cette dimension physique et je veux aller observer ce qui se passe à côté. Je prends ma règle. Je rentre dans le portail. Mais de l'autre côté, ce ne sont pas les mêmes molécules. C'est-à-dire, les molécules qui constituent mon corps n'existent pas de l'autre côté. Ça va prendre une autre forme. Donc le fait de traverser, il n'y a plus de réalité physique, il n'y a plus la même réalité physique, ça peut prendre une autre forme, mais en tout cas, le passage, juste le seuil d'une réalité à l'autre, change l'aspect de ce que j'y amène. Il n'y aura plus la règle, il n'y aura peut-être plus mon bras. Donc je veux essayer de vérifier, de quantifier, de mesurer, de dire cette réalité existe, et je peux la mesurer, je peux mesurer des objets, je peux dire comment ils évoluent, je peux donner des règles de fonctionnement. Et bien en fait non, parce que le fait d'y amener quelque chose va le transformer. Et bien c'est ça que Seth dit à sa manière. Dans votre réalité, vos pensées deviennent physiques, dans d'autres réalités, elles peuvent être construites d'une manière toute différente. C'est un nouvel exemple de cette transition entre deux réalités. Mais encore une fois, la pensée, l'émotion, la conscience qui est à la base peut être la même. Ça, c'est très important. Ainsi, continue-t-il, votre âme, qui est ce que vous êtes, construit pour vous votre réalité physique quotidienne. Notre âme, je suis une âme en train d'expérimenter quelque chose, je construis en permanence ma réalité physique quotidienne, sans même m'en rendre compte et avec zéro énergie. Enfin, j'ai l'impression de ne pas mettre aucune énergie, aucun temps dedans. C'est une capacité particulière de l'âme de faire ça en permanence. Et donc, elle construit pour vous votre réalité physique quotidienne à partir de la nature même de vos idées et de votre attente. C'est pour ça que c'est ma réalité. Il le redit une nouvelle fois. À partir de la nature même de vos idées et de votre attente, si vous êtes pessimiste, il vous arrivera plein de choses qui vont conforter votre pessimisme. Si vous êtes optimiste, il vous arrivera plein de choses qui vont conforter votre optimisme. Et ça, c'est parce que vous créez ce qui vous arrive. Vous êtes responsable. Et ça, c'est extrêmement dur de l'entendre. Ça bouleverse notre perception, justement, de ce qui nous entoure. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Voilà. Ça, c'est un message fondamental, mais qui est extrêmement dur à accueillir, à accepter, et à en faire quelque chose derrière. Après, derrière, c'est d'essayer de changer notre réalité pour qu'elle devienne ce que l'on en souhaite et non pas ce que l'on en croit au départ. Donc de changer ses croyances. Voilà, je redis une nouvelle fois. Ceci étant dit, il continue un nouveau paragraphe en disant « Il est donc facile de voir l'importance de vos sentiments subjectifs. » Vous créez subjectivement votre réalité, donc vos sentiments subjectifs sont fondamentaux. Cette connaissance, le fait que votre univers soit de l'idée construite. On prend de l'idée, et à partir de cette idée, on construit un univers. Donc l'univers est de l'idée construite, fait physique, qui s'est matérialisé. Cette connaissance, le fait que votre univers soit de l'idée construite, peut vous donner immédiatement des pistes pour améliorer votre environnement. Ça, par contre, c'est très optimiste. On est responsable de ce qui nous arrive, donc ne culpabilisez pas en tout cas sur ce qui vous arrive. Vous êtes venu vous confronter à cette réalité, donc si vous n'y arrivez pas, c'est normal, vous avez tout fait pour ne pas y arriver au départ.
puisque quand on arrive dans cette réalité, on oublie qu'on est plus. On oublie qu'on est connecté à notre âme. On oublie qu'on est venu expérimenter une vie. On oublie qu'on a plusieurs vies, etc., etc. On oublie qu'on est là pour créer notre réalité. Nous sommes là pour réapprendre ceci. Donc on y arrive sans le savoir. Mais à un moment donné, vous avez la connaissance intellectuelle qui peut vous arriver et vous avez l'expérimentation propre, interne, émotionnelle, intuitive qui peut vous arriver. Et c'est à partir de ça que vous allez reprendre petit à petit votre vie en main. Petit à petit ou très rapidement. Ça dépend de vous. Donc c'est génial, cette connaissance peut vous donner immédiatement des pistes pour améliorer votre environnement et les circonstances qui sont les vôtres. Si vous ne comprenez pas la nature de l'âme et le fait que les pensées et les sentiments forment la réalité physique, vous vous sentez impuissant à la changer. Voilà. La manière de Seth de redire ce que j'ai expliqué quelques minutes avant. Si vous ne comprenez pas la nature de l'âme, et donc la manière dont on perçoit, et donc que l'on crée, eh bien, et le fait, c'est ça, que les pensées et les sentiments forment la réalité physique, vous vous sentez du coup impuissant à changer votre réalité physique. Dans des chapitres prochains, j'espère fournir certaines données pratiques qui vous permettront de modifier concrètement la structure de votre vie quotidienne et sa nature même. Voilà. Donc, il va continuer à nous fournir des éléments. Pour le moment, il continue à nous faire rentrer dans la tête par répétition. Et moi, je répète ce qu'il répète, donc ça amplifie la répétition. Mais malgré tout, c'est intéressant de passer par cette phase de se rappeler régulièrement, parce que sinon, je dirais que si vous reprenez votre vie normale à la fin de cette vidéo, vous allez être au fait de reprendre vos habitudes et de vous rappeler régulièrement. Mais oui, je me rends pas compte, mais là, je viens d'avoir un accident de voiture. Oui, mais c'est moi qui l'ai créé. Là, je viens de tomber malade. Ah, mais oui, mais c'est moi qui l'ai créé. Voilà, que tout ce qui vous arrive dans la vie, il y a un orage de grêle, peu importe, quelque chose de un peu gênant, beaucoup et énormément, ou bien du positif. J'ai vécu une super journée, c'était top. C'est moi qui l'ai créé, je suis responsable. C'est ça que Seth nous rappelle, donc c'est pour ça qu'il le rappelle régulièrement, parce que sinon, une fois vous êtes à la fin de la vidéo, vous retournez dans votre vie quotidienne et vous oubliez, ça, vous le savez intellectuellement, ce que je suis en train de vous dire, ou ce que Seth a expliqué, mais vous reprenez vos habitudes. De vous le rappeler régulièrement, ça aide à l'inscrire dans votre vie, et essayer à chaque fois du coup qu'il arrive quelque chose de dire « Mais pourquoi je suis en train de créer ça ?» Et d'essayer de démêler ça, et d'essayer de se dire « Mais en fait, c'est pas du tout la réalité que je veux, je voudrais y mettre fin tout de suite, et créer une réalité qui correspond plus à ce que j'en attends. » Ça tombe bien, Seth nous dit « Dans les chapitres prochains, j'espère fournir certaines données pratiques, à sa manière, qui vous permettront de modifier concrètement la structure de votre vie quotidienne et sa nature même. » Commentaire de Robert. Jen, en tant que Seth, se penche en souriant. Et donc il demande à Rob, « La fatigue est-elle en train de vous gagner ?» Rob répond, « Je ferai bien une pause, une petite. » Toujours en transe et assez amusée, Jen continue à m'observer. Ses yeux sont très sombres. « Ça va, dis-je. Vous voulez continuer ? Moi, ça va. » Donc finalement, il n'a pas fait de pause. Ah, si, il va la faire après. Voilà, c'est un petit... c'est l'humour de Seth, hein, c'est assez particulier, vous allez voir. Donc Seth va répondre. Je ne voudrais pas avoir cela sur la conscience. Hein, donc vous avez compris. Donc Robert était en train de fatiguer, de prendre des notes. Donc il dit effectivement, Seth le voit, il lui demande. Robert répond non, je vais faire une petite pause.
Il fait sa petite pause, mais Jen ne sort pas de transe. Donc c'est toujours Seth qui est présent, qui le regarde. Donc il se dit, finalement, Robert, voilà. Jen, elle se fait pas de pause. Moi, ça va, j'ai fait ma petite pause, ça suffit. Donc, est-ce que vous voulez continuer? Moi, ça va. Et là, Seth, il dit, je ne voudrais pas avoir cela sur la conscience. Nous aurions besoin de doigts supplémentaires pour vous. Mais faites une pause. Avec humour, il conclut, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Robert répond, ça va. D'une voix soudain forte et puissante, Seth dit, je pourrais dicter toute une nuit, une fois, et vous pourriez supprimer 3 sessions. Au lieu de faire des sessions donc qui commencent autour de 9h, qui finissent vers 23h à peu près en général, donc qui durent 2 heures, la Seth dit, mais moi je pourrais dicter toute une nuit complète, et puis ça remplacerait 3 sessions de 2 heures. Robert répond, je n'en doute pas. Il est 23h09. La transe de Jen a de nouveau été bonne, et j'ai de nouveau la crampe de l'écrivain. Donc voilà, les mal aux doigts, aux mains. Seth pourrait parler toute la nuit, j'en suis sûr, commente Robert. Les seules limites sont ici les nôtres, les limites humaines. Jen ressent une énergie très forte. Et de retour, à 23h28, Seth annonce que cette pause marque la fin de la dictée pour ce soir. Donc ils ont fait une pause de, presque 20 minutes. Il donne ensuite une page de matériaux personnels pour Jen et moi, et termine la session d'humeur joviale à 23h35. Oui, donc c'était assez court après. Donc ils ont fini par faire leur pause quand même, 20 minutes, à peu près. Mais Seth, lui, a en permanence une énorme énergie. Il est rempli de cette vivacité qui, je pense, correspond à notre vitalité de notre âme. J'ai cette impression que Seth, ayant conscience qu'il est une entité et qu'il a vécu des expériences à travers ses personnalités, il est beaucoup plus en lien. C'est-à-dire qu'il n'a pas les croyances qu'on peut avoir que je suis humain, je suis fatigué, en fin de journée, j'ai besoin de me reposer. Il est beaucoup plus libre. Alors, il n'a pas non plus de corps physique, donc c'est plus facile pour lui. Maintenant, il n'a plus de corps physique. Il a eu des corps physiques, il a expérimenté ça longtemps, il a bien aimé, il continue à recréer des fois une réalité physique chez lui. Il expliquait une chambre, un bureau, je sais plus quoi, du 18e siècle, je sais plus quoi. Il regardait la campagne par la fenêtre. Bon, voilà, ça fait partie de ses passe-temps à lui. Là, il revient en tant que entité, donc beaucoup plus proche en tout cas de ce qui serait son âme, l'essence d'une personnalité qui n'est plus focalisée sur la réalité physique. C'est comme ça qu'il se définit, si je ne me trompe pas cette fois-ci. Je vais rechercher, je crois que c'est marqué au tout début. L'essence de l'énergie, personnalité, qui n'est plus focalisée sur le monde physique. Voilà, l'essence de l'énergie d'une personnalité. Ouais. L'essence de l'énergie d'une personnalité. Et il démontre régulièrement qu'il est rempli d'une énergie extraordinaire, d'une vitalité sans fin. Il est disponible pour Jen et Robert à n'importe quel moment pour leur envoyer des informations, pour leur dicter des sessions entières. Et malheureusement, entre guillemets, pour que le matériau arrive, pour que ça devienne des livres physiques, quelque chose de concret, de palpable, il a fallu passer par la réalité physique, et donc des personnes physiques. Voilà, Jen et Robert, entre autres. Ils ont chacun leurs limites, mais Jen, en général, quand elle incarne Seth, est infatigable. C'est pareil quand c'est l'été, elle est très sensible à la chaleur en tant que Jen, en tant qu'être humain. Et quand elle est dictée au mois d'août, des fois il faisait des températures caniculaires. Quand elle est en Seth, elle ne ressent plus la chaleur.
elle est plus gênée, elle transpire plus, tout va bien pour elle. Alors que dès que la session s'arrête, elle ressent tout d'un coup la chaleur, elle est fatiguée, elle transpire. C'est pareil, elle retire aussi ses lunettes quand elle dicte pour 7. Il y a un autre regard, elle n'a plus besoin de ses lunettes. Voilà, donc c'est toute cette transformation qui montre, peut-être aussi à nouveau, puisque souvent 7 fait le lien entre ce qui présente, il y a le fond et la forme. Il appuie ce qu'il dit avec ce qui se passe pendant leur session à eux. Et là, 7 montre qu'il y a cette vitalité qui vient de l'âme en permanence, qui crée toute la réalité physique, mais que c'est aussi limité par nos croyances limitantes, nos croyances physiques qu'on a de cette réalité, et donc certainement aussi, bien sûr, les croyances collectives. Puisque nous avons créé ce monde de manière collective, nous avons fixé des règles collectives, et on est forcément limité, au moins en partie, par ces croyances collectives. Donc le soir, on est fatigué, ça peut faire partie des croyances collectives telles que je l'entends, alors que lui n'est pas limité par ça. Voilà, donc j'ai l'impression que c'était juste pour... il y a en tout cas ce commentaire de Robert en fin de session pour remettre du lien entre voilà, le message qui est transmis et la manière dont ça peut être vécu de leur côté, en tout cas. Voilà, on est donc à la fin d'une session de leur côté. Je vais terminer également la séance. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonne lecture à vous si vous êtes dans la lecture de ce livre, vraiment ce que je vous encourage de faire vivement. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle présentation de ce que je comprends de ces livres aujourd'hui. Merci pour votre attention. À très bientôt.